BFM Business, hors série, l'ère du client. Notre débat, la data, la donnée au service des marques, comment renforcer la relation de confiance avec les consommateurs. On en parle avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Sébastien Zins, vice-président en charge du retail chez Salesforce France. Bonjour. Bonjour Frédéric. Sébastien, merci d'être avec nous. À vos côtés, Rodolphe Bonas, PDG de CA. Je vais dire.com, mais c'est CA.com. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Bonjour, Rodolphe, spécialiste des enseignes et des marques. Et puis avec nous, Éric Gourgouillon, vice-président de la stratégie chez Coty. Bonjour Éric, merci d'être avec nous. Un mot sur Coty, parce que c'est vrai, c'est une marque, dit comme ça, on ne la connaît pas. C'est un peu comme Procter & Gamble dans un tout autre niveau. Et lorsqu'on va déplier le nombre de marques, vous êtes 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous 77 marques. Fondé en 1904 par des Français, mais après c'est parti aux États-Unis. Et numéro 3 de la beauté dans le monde, numéro 1 des cosmétiques. Voilà. Alors, donnez-nous quelques marques. Alors, on a Gucci, Burberry, Hugo Boss, Marc Jacobs dans le luxe, par exemple, Max Factor, Rimmel, Clairol dans le consumer, et on a aussi Wella et finalement OPI dans tout ce que les salons de coiffure. Et Rimmel, qui vient d'une personne qui s'appelait Eugène Rimmel. Tout à fait. Voilà, qui porte son nom. Ouais, donc voilà, un peu de culture quand même, les amis. Allez, justement, chez Coty, donc vous êtes en pleine accélération, enfin comme tous les grands groupes, en transformation, accélération digitale. On va, dans cette émission, on va regarder l'acquisition de données, comment ensuite on les analyse, et puis enfin comment on les valorise. Alors vous, justement, évidemment, aujourd'hui, c'est une obligation de mieux écouter ses clients pour mieux les servir. Et vous, comment vous recueillez ces données aujourd'hui? Alors les données, on les récupère de deux façons. On a nos marques à nous, nos marques propres, type Philosophie, Lancaster, où on a des boutiques. On a évidemment aussi des sites internet et là on récupère toute la data. Et on a ensuite les données qui sont propres aux retailers, où cette fois-ci pour les récupérer, on fait appel à des partenariats spécifiquement. Ça peut être avec Sephora, ça peut être avec Amazon, sur des opérations spéciales. Donc on a deux circuits. Oui. Parce qu'il faut bien préciser, vous vendez évidemment lorsque vous avez donné l'ensemble des marques, c'est à travers les réseaux de distribution, grands magasins, on peut acheter directement en ligne, on peut, enfin voilà. Tout à fait. Donc il faut récupérer aussi de la part de tous ces acteurs. Rodolphe, le recueil des données. Avant, on avait la carte de fidélité qui était bien utile. Alors on nous parlait parfois du ticket de caisse. Enfin bon. Voilà. Pour ceux qui veulent y croire, mais aujourd'hui, allez. Alors ça a vraiment changé, Frédéric. Et en fait, tout l'enjeu, il est là. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était assez simple, puisque quand vous aviez besoin d'avoir d'informations de votre client, vous étiez obligé de lui demander. C'est ce qui fait d'ailleurs que juridiquement, la logique, c'était de dire, à partir du moment où vous êtes collecteur de la data, cette data vous appartient. C'était facile parce qu'on savait que pour la collecter, on avait besoin d'avoir un consommateur qui remplisse soit un papier ou qui renseigne un formulaire. Aujourd'hui, les temps ont fondamentalement changé, puisqu'on passe notre temps, les marques passent leur temps à récolter de la data un peu à votre insu finalement. C'est-à-dire que tout ce qui est comportemental passant par le digital, que ce soit de l'achat, du déplacement, de l'échange, de l'interaction même avec vos proches, de la navigation, tout ça, on peut capter des informations, entre guillemets, à l'insu de votre plein gré. Et c'est bien ça dont on est en train de parler, et c'est bien ça tout l'enjeu, à la fois la valeur que ça crée, on va en parler aujourd'hui, mais aussi les problématiques qu'on peut avoir au niveau juridique. C'est-à-dire que, finalement, attention, on capte des choses un peu à mon insu. Et c'est bien ça dont on parle. Alors justement, par rapport à ces données que vous récoltez, comment vous réussissez à les consolider, Éric Gourgouillon, là, chez Coty? Alors, vous l'avez dit, il y a des chaînes de distribution, du direct, du en ligne, des corners. Quand c'est nos données en propre, en fait, on les utilise nous-mêmes. Donc on fait de la segmentation pour faire ensuite du targeting. Quand c'est les données en fait avec les retailers, on les fait surtout sur les opérations spéciales, type lancement de produits. Et cette fois-ci, on les analyse pour l'appréciation du produit, l'appréciation de l'expérience et le retour d'expérience du client. Et ensuite, on fait un retour en fait sur le produit, si on doit le changer et qu'est-ce qu'on doit changer dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, juste pour bien comprendre l'organisation chez Coty, on parle toujours des data scientists. Voilà, il y a un nouveau service chez Coty. Il y a un nouveau service qu'on a acquis il y a peu de temps qui s'appelle Beamly, qui est une agence digitale et qui est focalisée cross-division, luxury, consumer et haircare sur l'analyse de la data, notamment digitale et aussi offline. Alors, Sébastien Zins de Salesforce, ensuite, il faut exploiter cette data. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et c'est sûr qu'elle se nourrit, son carburant, c'est la data. Comment ça se passe aujourd'hui pour exploiter correctement cette data? Déjà, même si on revient un peu sur la partie récolte, acquisition de la donnée, il faut déjà être capable de l'acquérir dans une vision omnicanale, puisque finalement, je vais chercher à comprendre tous les points de contact entre ma marque et mon client, et ils sont multiples et diverses et changeants. Et il est déjà nécessaire d'avoir une réconciliation globale de cette donnée, parce que si on veut l'exploiter, encore faut-il comprendre qu'un client, il est protéiforme, un jour il est physique, un jour il est digital, avant de pouvoir l'exploiter. Donc la première étape est déjà d'avoir une capacité à réconcilier cette donnée, quelle qu'en soit la source. Ensuite, dans l'exploitation, elle va être extrêmement vaste. On parlait de la fidélisation
qui est un peu surannée aujourd'hui. Hein. Oui. La carte de feed, elle commence à dater un petit peu et on en voit les limites. Et on sent évidemment que les clients se lancent dans énormément d'initiatives et transforment l'organisation pour pouvoir aller fournir ce service-là. Alors, on peut penser aux services, par exemple, de plus en plus de sociétés qui vendent du produit vont commencer à s'orienter vers l'économie de service pour tout ou partie, avec en sous-jacent aussi des notions d'économie de la souscription qu'on commence à voir apparaître et poindre. Hein. Certains d'entre nous étaient à ShopTalk à Las Vegas où on parle beaucoup d'économie de la souscription. Ça change radicalement le rapport entre ma marque et mon client. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on abandonne le produit, hein, mais on va peut-être le marketer, le vendre différemment. Le personnaliser, on en reparlera. Le personnaliser. Donc, il y a effectivement énormément d'innovations et d'initiatives potentielles qui sont lancées par les marques pour venir exploiter cette donnée avec, et on l'a évoqué, en sous-jacent, un vrai contrat à passer entre je te donne de la donnée, en échange tu me donnes du service. Oui. Et ça, je pense que c'est la partie fondamentale de ce qu'on va voir dans les mois, dans les années qui viennent. Comment je suis capable de me laisser aller, de m'ouvrir quelque part à ma marque, en échange du service. Si on prend juste un exemple, un magasin qui a récemment ouvert où on peut prendre des produits et sortir sans payer, vous voyez de qui peux-je parler. On a de la reconnaissance faciale, on a d'identification. J'ai aucun problème à donner cette capacité à cette marque de me reconnaître parce qu'en échange, j'ai un service associé. C'est exactement ça. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec Guillaume Morin. C'est ça. Il faut être transparent avec le service offert et là, on peut, à la limite. C'est exactement l'enjeu qui est en train de s'opérer. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en corrélation la puissance à la fois de ce big data, la puissance des moteurs d'analyse. Hein. Il faut bien parler de ces logiques d'algorithmes dont on est en train de parler. Et on voit que les dimensions sont en train de s'accumuler, Frédéric. Hein. C'est-à-dire qu'on a une première dimension qui était basique en disant s'il aime le Nutella, je vais lui en proposer la prochaine fois. Et puis ensuite, on a une deuxième dimension en disant mais s'il aime ça, peut-être qu'il part en vacances à tel endroit, peut-être qu'il a tant d'enfants, etc. Donc je commence à construire. Et puis maintenant, on est vraiment dans la cross-fertilisation de cette histoire, c'est-à-dire vraiment une logique algorithmique étendue dans laquelle je peux aller avec des partenaires, échanger des données et rebondir sur ces données. Et c'est bien ça dont on est en train de parler. C'est ce qui fait que demain, on parlera aussi du cadre juridique, mais c'est ce qui fait demain que le cadre juridique va donner au client la possibilité d'avoir le choix ou pas, mais aussi d'avoir le service ou pas. C'est bien ça qu'on va voir se dessiner. C'est-à-dire que le client qui dira non tout le temps, il n'aura pas grand-chose. Le client qui dira oui tout le temps, il aura beaucoup plus. Il aura un peu plus. Voilà, exactement. Et alors justement pour vous, Éric Gorouillon chez Coty, avec toutes ces marques, alors vous avez des circuits de distribution, vous l'avez dit, très variés, des zones géographiques aussi qui sont complètement différentes. On ne vend pas de la même façon à des Américains qu'à des Français, à des Français et à des Anglais. Donc il faut réussir. Comment réussir? Donc de l'intelligence artificielle derrière tout ça? On met de l'intelligence artificielle notamment derrière les données clients, derrière l'analyse, que ce soit en termes de comportemental comme vous le disiez, mais aussi en termes de marketing ROI. Donc aujourd'hui en fait, avant on était plutôt sur un marketing tout simple de MMM, et aujourd'hui de plus en plus on analyse l'impact de différents leviers sur chaque consommateur, sur chaque produit et sur chaque zone géographique. En l'occurrence, c'est différent entre les marques de la grande beauté, donc le luxe, ça va être différent sur les marques consumer et ça va être différent dans les salons de coiffure. Donc on a différents leviers qui peuvent être le print, la télé, le digital sampling, toutes les activations en magasin, et chaque marque ou chaque produit ou chaque lancement va réagir différemment. Ça c'est une volonté, oui. On voit que chacune des marques, on ne peut pas généraliser. Enfin, vous avez des marques qui sont très haut de gamme, avec une certaine premium, c'est le terme aujourd'hui. D'autres marques plus grand public, et vous essayez d'apprendre de l'une vers l'autre, mais alors on essaie de différencier, ou en tout cas de comprendre l'impact de chacun des leviers marketing en fonction de chaque client et de chaque typologie de client, et c'est pas uniquement la démographie ou la géographie, mais c'est vraiment en fait l'appétence du client ou le groupe auquel il appartient, les millennials, les advocacy marketing, et auquel cas aussi c'est différent entre les premium, donc les très premium et les moins premium. Et ça peut être différent aussi entre les catégories type maquillage, fragrance ou skincare. Sébastien Zins de Salesforce. Donc du coup, on a compris, on a recueilli ces données, on les exploite. Maintenant, il faut les valoriser et créer ces nouveaux services, ce que l'on attend aujourd'hui. Alors en étant transparent avec le consommateur, en lui expliquant quel type de service, auquel service il va avoir le droit. Comment ça se passe justement, cette valorisation de données? Alors, elle est multiple. On l'a évoqué, effectivement, il y a tous ces panels de services qu'on va commencer à créer, et je pense qu'on va voir progressivement les marques aller inventer ces panels de services, parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles à créer dans ces changements de business model aussi, avec cette notion de souscription. Après, on voit aussi, on l'avait déjà évoqué il y a quelques temps, un enjeu de monétisation. C'est-à-dire qu'effectivement, les marques récoltent énormément de données,
On a besoin d'intelligence artificielle pour l'exploiter parce que le volume de données, la date de péremption étant extrêmement courte, on ne peut pas s'en passer. Et on commence effectivement à avoir des plateformes d'échange où les clients vont commencer à monétiser l'information dont elles disposent, les mettre à disposition de ça y est, c'est effectif pour vous aujourd'hui de commencer à monétiser de la part des clients? Oui, c'est quelque chose qui est réellement opérant aujourd'hui. C'est encore assez petit. Alors, je vous interromps, monétiser, c'est pas forcément en euros, en dollars ou en monnaie, ça peut être en coupons, voilà. Je pense que là aussi, il y a beaucoup de formes de monétisation qui vont s'inventer. Ça peut être en échange de services, ça peut être effectivement en sonnant et trébuchant entre des marques. Et c'est quelque chose c'est une nouvelle économie, c'est une zone potentiellement, c'est un gisement de productivité ou de revenus potentiels en plus pour certaines marques, d'aller monétiser la donnée dont elles vont être, donc qu'elles vont pouvoir récupérer. Avec pour autant la sauvegarde de l'anonymat des données qu'elles récupèrent. Et c'est là où on rejoint l'enjeu de l'enjeu juridique absolument. Et du règlement sur protection des données personnelles qui arrive. Pour rebondir, Frédéric, imaginez-vous bien que 90% de la donnée mondiale a été créée sur les 2 dernières années. C'est colossal, c'est considérable. Actuellement, nous sommes en étape de construction d'actifs, c'est-à-dire qu'on est en train de construire les actifs. C'est tout nouveau parce que, imaginez-vous bien, Frédéric, que de la donnée, on en a depuis très longtemps. D'accord, des données de tickets de caisse, des données de téléphone, et on en a depuis des dizaines d'années en réalité. Ce qu'on ne savait pas faire, c'était la traiter, c'est-à-dire avoir ces la valoriser. Exactement, ces moteurs hyper puissants qui vont vous permettre de comprendre de manière à la fois une analyse de masse, mais de comprendre l'individu, véritablement de descendre au point le plus petit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on construit l'ensemble des grosses marques, des plus grandes marques construisent un actif dans la data, parce qu'ils savent que ça va avoir une valeur. Ça, c'est sûr. Et il y a en termes d'échanges, je veux juste préciser ce point-là, Frédéric, il faut comprendre que les échanges vont sans doute très très vite quitter le monde de « je te prête la donnée, tu me donnes de l'argent ». Non. En fait, quelque part, je vais te donner de la valeur et tu vas me rendre de la valeur. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans des bourses d'échange de data qui vont quitter le monde pécunier quasiment. Oui. Et puis effectivement, on l'a évoqué, un client va attendre de se sentir plus proche de la marque. Donc, je veux personnaliser mon produit. On peut même penser qu'il va y avoir de la co-création. C'est-à-dire que si je m'ouvre à qui je suis, je vais aussi pouvoir co-créer avec toi le produit que tu me proposes. Donc on peut pas même parler de consommateur. Puis des modèles qui vont évoluer. C'est expérimental, mais je me souviens d'imprimante 3D pour imprimer son maquillage. Enfin, c'est des choses encore, mais ça va arriver. Et on pense aussi que l'irruption des millennials et toute cette cohorte générationnelle qui a un regard sur l'économie, sur la hiérarchie économique, la hiérarchie sociale un peu différent, va venir faire aussi évoluer ces modèles. C'est-à-dire qu'ils seront aussi en attente de plus d'implication, de plus de sens, et que tout ça va faire évoluer les choses. C'est ce que vous voyez, Eric? On le voit notamment sur le skincare et sur le haircare. Sur le skincare, on voit le diagnostic digital. Tout ce qui est en fait le diagnostic digital. En l'occurrence, ça nous permet de développer des crèmes spécifiques à chaque besoin du client. On l'a aussi sur le haircare où, au regard de la couleur de cheveux que vous voulez, on peut développer en fait vraiment un côté très personnalisé de la couleur. Et donc voilà. Donc ça c'est vraiment vous aujourd'hui chez Coty, c'est là-dessus. Enfin c'est là-dessus qu'on parie sur le côté customization. On l'a déjà développé en fait sur Wella. Globalement, on vient de sortir un outil de personnalisation de la couleur dans les salons de coiffure. Et comment on fait? Parce que vous parlez de Wella. Alors là, c'est plutôt. Alors, je suis pas un expert en. C'est la coiffure. Oui, non, faire la coiffure. Mais est-ce que c'est plutôt du premium, du premium. C'est plutôt du premium. Alors justement, je reviens sur ma question de tout à l'heure. Là, on a dit sur Wella du premium, mais à côté, vous avez certainement des produits de plus grande consommation. Et alors, comment vous faites pour réussir à gérer tout ça Alors en l'occurrence, je pense que les besoins de personnalisation sont les mêmes quel que soit le client, que ce soit en fait sur le luxe ou sur le côté on va dire plus mass market comme vous avez. Parce que ça, on veut être personnalisable, mais même si on achète une petite marque, on veut quand même. Exactement, vous avez la même chose. La preuve, c'est que vous allez sur le M&M's, vous pouvez les personnaliser. Donc en l'occurrence, même sur nos marques à nous, notamment le maquillage, on fait de la personnalisation, que ce soit distribué en grande distribution. Et ça, on le fait. Et donc, c'est ce que vous proposez aujourd'hui à vos clients, voilà, qu'ils soient premium dans les salons de coiffure, ou qu'ils soient dans les on le fait aussi bientôt dans les distributions. Sébastien Zins. Oui, finalement, on Don Pepper a lancé en 90 le one-to-one marketing avec une promesse de dire, dans une relation marketing de masse, je vais recréer ce lien particulier. Et finalement, dans un monde hyper digitalisé, on recherche toujours ce lien où, quand je vais chez ma boulangère, elle sait que je veux tel type de baguette. Et donc, les marques recherchent ça. Elles recherchent à créer ce lien un peu identitaire, unique entre elles-mêmes et leurs clients. Et si je suis capable d'avoir ce lien-là, si je suis capable de créer cette expérience, alors je veux bien donner de ma donnée. Et c'est toujours on revient à cet équilibre de confiance
entre eux. Je crée une expérience différenciatrice en échange de la donnée que je te fournis. Et alors comment je fais pour trouver de la valeur là, les marques, Bourgeois, Hugo Boss, Gucci, Calvin Klein, Lacoste, Davidoff, donc chez Coty, je les achète chez Sephora, je les achète en ligne. Comment on fait pour reconnaître que je suis un seul et même client et que je suis plutôt un bon client, plutôt fidèle et je veux des choses un peu personnalisées selon que je vais chez l'un ou l'autre, on me reconnaît. Il y a des côtés personnalisation qui se passe directement en magasin, donc sur le point de vente. Donc ça c'est facile, c'est plutôt en fait de la technique. Oui. Il y a de la personnalisation qui se fait directement via les data, notamment au niveau des moments d'achat. Donc vous avez besoin en fait de personnalisation quand vous recherchez en fait du renseignement sur la marque, sur le produit, jusqu'à l'achat. Et en fait on le fait directement sur toute la chaîne de valeur. On arrive à faire le tri entre les données non pertinentes, significatives? J'aurais tendance à dire le tri se fait automatiquement par l'intelligence artificielle. Oui. Les données qui ne servent pas, qui ne sont pas corrélées aux autres, voilà, sont automatiquement éliminées. On arrive comme ça. Rodolphe Bonas. Et parfois, on peut se rendre compte qu'on a des données qu'on capte depuis très longtemps et qui n'ont aucune valeur. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, finalement, ça ne sert plus à rien de récolter la date et l'heure de l'entrée du client dans le magasin ou bien de... Voilà. En revanche, je vous posiez une question qui était de dire, mais comment est-ce qu'on arrive à finalement suivre le client? Ça c'est un vrai sujet. Hein. C'est-à-dire qu'on est capable de le capter. Hein. Ça c'est on capte tous les comportements, mais finalement on se rend compte qu'il existe aussi une sorte de marketing de situation. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation dans laquelle vous prenez contact avec la marque sur votre smartphone. Demain, vous allez prendre contact avec la marque dans le magasin. Comment est-ce que j'arrive à faire cette corrélation? C'était une de vos questions. Et ça, c'est encore un point qui est un peu compliqué. Hein. Pourquoi? Parce que finalement, on n'est pas dans Minority Report où à chaque fois que vous passez une porte, on vous reconnaît. Ce sera l'occasion d'en reparler dans un prochain Expérience du client. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. La data au service des marques, comment renforcer la relation de confiance avec ses consommateurs, c'était le thème de notre débat aujourd'hui. Allez, tout de suite, on va